Bienvenue d'abord à cette masterclass Fortiche et, sur la série Arcane. Moi, je suis Damien Daudin, je suis investisseur chez BPI France dans le pôle des industries culturelles et créatives de la banque. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à mes côtés donc, Pascal Charrue, qui est cofondateur de Fortiche Prod. Bonsoir. Et Hervé Dupont, Bonsoir. qui est directeur général de la société et qui nous font tous les deux l'amitié de leur présence ce soir. Merci encore. Moi, j'avais prévu peut-être d'introduire sur des jolis visuels de la série avant de vous donner quelques chiffres sur cette très belle histoire et que surtout vous nous la racontiez. Bravo. Merci. Merci. C'est un peu plus une bande démo que précisément sur Arcane. Mais ça donne envie. C'est sur Netflix. Donc peut-être un mot sur Arcane, la série, le contexte. Donc Arcane, en fait, vous l'expliquerez peut-être tout à l'heure, mais en fait c'est une adaptation issue du jeu vidéo League of Legends, qui est une propriété intellectuelle bien connue de la partie gaming, et qui a été adaptée donc par Netflix, et qui vous a confié la fabrication à vous, Fortiche. Aujourd'hui, donc la série a connu juste quelques chiffres pour resituer un petit peu ce que vous venez de voir. Ça a été vu 143 millions d'heures sur Netflix depuis sa sortie en novembre 2021. La série est restée top 10 a été au top 10 dans 89 pays et surtout est restée au top 10 des séries les plus vues pendant 6 semaines. Voilà, et c'est une production française et je crois qu'on est très content de pouvoir échanger avec vous ce soir sur ces sujets-là. Peut-être juste pour attaquer, ma première question, c'est de comprendre pourquoi Riot Games, les Américains, à un moment donné, pour porter cette belle propriété intellectuelle américaine à l'écran, sur Netflix, pourquoi à un moment donné, ils se retournent vers un acteur français et surtout, pourquoi ils le font avec vous ? Alors, d'abord, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Riot Games, donc ça ne s'est pas fait en un jour. Ils nous ont pas donné, ils sont pas venus du jour au lendemain pour nous dire il y a la série. C'est d'abord notre premier contact qui est Christian Linke, qui est le showrunner sur le projet, qui est venu nous voir. On avait fait en 2011, je crois, 2011-2012. Bon, ça a commencé il y a quelques années. On avait fait un Gadjinx, un trailer de jeu. C'était vraiment fait. Riot est très gros. Ils font appel à plein de sociétés américaines, comme leur studio ou plein d'autres pour faire leur cinématique. Et le Gadjinx, on était assez libre. On en faisait ça avec Christian Linke, qui était d'abord responsable de la musique, qui après est devenu producteur grâce un peu à Gadjinx. Donc c'est un peu une histoire commune. C'est une évolution qu'on partage avec lui. Lui, il a évolué chez Riot Games et nous, on a évolué chez Riot Games par rapport à ces réussites-là. Donc en 2012, en 2013, on avait fait le Gadjinx, qui avait fait énormément de millions de vues. Après, du coup, on a attendu un petit peu de continuer à travailler avec eux. On a fait une autre cinématique qui s'appelle Warriors, qui était plutôt un clip vidéo tourné autour de la finale de 2015,
qu'a fait aussi avec Imagine Dragon, qui était déjà le groupe derrière la musique. Gros succès encore, et beaucoup de fans. Et Riot Games est très tourné vers ses fans. Et beaucoup de fans disaient à quand la série avec le style Fortiche, en fait, qui était à l'époque le style que Riot donnait, parce qu'ils ne communiquaient pas beaucoup sur nous à l'époque. Mais c'est un style qu'on a développé depuis la création, c'est-à-dire un style pour se démarquer des autres sociétés d'animation, qui font en général des rendus très réalistes. Et voilà, notre idée, c'était d'avoir notre propre style. Et ça a plu. Et donc, du coup, les fans ont réclamé une série. Ça a trotté dans la tête de Christian Linke, qui un jour est venu nous voir en disant vous ne pourriez pas nous faire un petit test pour Arcane, qui à l'époque était vraiment un petit budget. C'était vraiment histoire d'appâter ses patrons, les patrons de Riot Games. Et puis, donc on a commencé à faire des petits tests qui sont d'ailleurs sur Internet aujourd'hui disponibles. Un test d'acting, un test plus action. On commence à travailler avec eux, on a fait un pilote. Et après ce pilote-là, on leur a fourni quasiment 80% le premier épisode de la série. Et il y a eu un go, quoi. C'est à ce moment-là, il y a eu un go. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a eu un go, mais que les attentes derrière cette série étaient du coup devenues plus élevées, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on faisait quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on les a souvent sollicités pourquoi vous ne voulez pas avec les Américains. Et en fait, tout vient de la confiance que Christian Linke avait avec nous. Donc lui, il ne voyait pas pourquoi le faire avec d'autres, alors qu'avec nous, il avait été successful sur les premières vidéos qu'il faisait avec nous. Et puis voilà, on est rentré au fur et à mesure dans une vraie entente avec les patrons de Riot Games qui sont maintenant nos interlocuteurs. Et même s'ils sont les deux associés, ne sont plus à la tête de la société, ils sont encore, mais ils ont laissé d'ailleurs la direction à un Français, à Nicolas Laurent. Et voilà, en fait, ils sont repartis en écriture. Donc c'est pour ça que la série a mis quand même pas mal de temps à se fabriquer. Et puis voilà, on a grimpé la qualité et augmenté la qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup d'Américains à la base greffés au projet. Et au fur et à mesure, on a montré que nous, en français, notre flexibilité, etc., permettait de produire le film. Et on était complètement libre. Donc ce qui a permis de produire cette série telle qu'elle est aujourd'hui. On parle de projets au long cours et surtout qui mobilisent, j'imagine, une quantité de ressources considérables. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en dire peut-être un peu plus sur ce qui a été mobilisé en termes de people, de machines, de temps, entre le moment où il y a eu un go et le moment où il y a eu Netflix? Alors, donc effectivement, au début, c'était avec Riot Games. Netflix, en fait, est arrivé sur la fin du projet. Donc, le projet s'est vachement monté avec Riot Games en direct. Donc au final, les premiers tests, comme disait Pascal, étaient en 2015. On a livré la série en 2021, donc il s'est écoulé 6 ans. Pendant ces 6 années, on a presque 600 personnes qui ont travaillé sur le projet. Certains pour 2 ou 3 semaines et d'autres pour plusieurs années qui sont encore là aujourd'hui pendant qu'on produit la saison 2. Donc voilà, ça a mobilisé énormément de gens. En moyenne, on était au pic vers 300 personnes sur la saison 1. Voilà, donc ça a obligé en fait à aussi scaler en fait la société au passage, parce que donc, moi je suis arrivé pour produire la série en 2017 en cours de pilote et il y avait 70 personnes, entre 70 et 100 personnes, et donc on a fait x3 en 3 ans, 4 ans. Donc ça a été un gros enjeu de voilà, comment on se structure, parce qu'on passe... et auparavant, Fortiche était un petit studio qui faisait des petites vidéos avec des équipes réduites. Donc c'est comment tout d'un coup on grossit, on structure tout ça et on fait que la structure elle tourne aussi. Et aussi... c'est poser la question en cours de production aussi de maîtriser les coûts, donc d'aller voir des prestataires, puisque c'est un peu le réflexe habituel sur de la série, d'aller voir des prestataires à l'étranger qui peuvent réduire les coûts. Et nous, en termes de moyens aussi, à ce moment-là, on a répondu en fait en créant des filiales, hein, une à Montpellier et une aux Canaries, en suivant 2 des cadres de Fortiche, qui étaient 2 superviseurs d'animation, qui ont pu monter des équipes d'animation à Montpellier et aux Canaries, voilà, où les coûts sont moins élevés, voilà, il y a des dispositifs intéressants. Et comme ça nous a aussi permis de garder toute la qualité à la maison, de ne pas casser la culture autour du projet, parce que le projet, c'était quand même un projet ambitieux, fait chez Fortiche,
Voilà, donc ça a gardé, comme ça on a pu garder toute cette culture et voilà, du projet. Mais donc voilà, on a dû monter 2 filiales en cours de production pendant le Covid, sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc, et aujourd'hui, donc on a 3 studios, le principal est à Paris et on a 2 antennes donc à Montpellier et aux Canaries. Donc c'est tout ça qui a dû être déployé au cours de la production d'Arcane, et dont 2 déménagements aussi en cours de production, puisque voilà, on grossissait. Et tout ça main dans la main avec Riot, qui ont été un super soutien aussi dans le développement de la société. Tu as parlé du Covid, mais je crois que c'est super intéressant, nous, de nous rendre compte quelles ont été en fait les implications, comment vous vous êtes adapté. C'est une difficulté de plus dans le chantier, mais qu'est-ce que ça a suscité comme réaction chez vous, en fait? C'était intéressant. Nous, je pense qu'on est passé par beaucoup de phases qu'ont connues les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a eu le Covid d'annoncer, donc tout le monde se met en confinement. Moi, très vite, j'ai suggéré qu'on continue de travailler, qu'on ne s'arrête pas, parce que voilà, je pense que c'est pas mal de travailler dans ces périodes-là. Des fois, ça aide aussi à se fixer. Donc, pour toutes sortes de raisons. Et puis, le projet devait sortir. Donc, on s'est très vite mis en branle pour pouvoir trouver des solutions, pour mettre la majorité des équipes en télétravail. Donc, 1 mois après le confinement, on avait 2 tiers des équipes qui travaillaient. 1 mois et demi, tout le monde retravaillait. Et en fait, on a connu, moi j'ai un peu suivi les réactions des sociétés et des équipes en général dans l'industrie en France et dans le monde par rapport au Covid et au confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu cette étape au bout de 3 mois, finalement on bosse très bien en télétravail, ça marche bien, etc. Et d'ailleurs l'animation et le jeu vidéo sont des industries qui ont très bien résisté au Covid, contrairement malheureusement au tournage, qui ont vraiment été bloqués. Nous, en fait, c'est des industries qui sont très vite remises en marche. Et donc il y a eu ce truc de se dire, tiens, le télétravail, ça devient une vraie option, et on peut vraiment imaginer le télétravail comme une option. Puis, quand on a pu revenir au studio, on s'est quand même rendu compte que la dynamique d'équipe n'est pas la même quand les gens sont au studio. Et aujourd'hui, on est un peu comme tout le monde, en train de se chercher sur justement des solutions hybrides ou présentielles. Voilà, le télétravail, c'est un sujet, c'est comment on trouve le bon rythme et la bonne façon de travailler pour garder la dynamique d'un échange en vrai, et aussi voilà, travailler à distance pour offrir du confort à certaines personnes, pour permettre aussi de se concentrer. Voilà. Donc on est encore en train de... Voilà, c'est comme tout le monde, c'est encore quelque chose qui est en réflexion, qui n'est pas encore complètement fixé. Et tu as un schéma cible d'organisation entre le travail à distance, le présentiel. Qu'est-ce qui s'applique en fait à l'industrie? Je sais qu'il y a des... Alors, je connais une école qui est passée complètement en distanciel. Il y a beaucoup d'instituts de formation qui sont passés en distanciel. Nous, on veut garder la dynamique. Ce qui était intéressant, c'est qu'aussi on parle beaucoup de ces sujets-là avec Riot Games. Donc eux, ils ont été très clairs sur une politique où ils disaient, nous, on préfère avoir tout le monde au studio, enfin au campus, le mardi, mercredi, jeudi. Donc tout le monde est obligé de venir au studio. Nous, on est un peu plus souple là-dessus. Ça va vraiment dépendre des départements, des personnes, de la demande des personnes, des besoins des équipes, des besoins aussi de Pascal, Arnaud, qui sont les co-réalisateurs sur certains postes. Le ping-pong est quand même plus productif en vrai. Donc voilà, pour l'instant, on a juste mis en place à disposition des managers on va dire un arbre de décision pour essayer voilà, est-ce qu'on peut mettre un poste en télétravail en fonction d'une demande, en fonction de l'organisation. Et on veut laisser un peu la possibilité aux gens, si c'est possible, de le faire, parce que pourquoi pas, et après, tout en gardant des garde-fous si la solution n'est pas viable. Il y a un autre point qui est majeur et qui fait partie des gros défis qu'à mon avis a suscité ce projet, c'est le niveau en fait de dialogue entre des acteurs américains d'une part et des acteurs français de l'autre. Est-ce que vous avez pu, parmi les différentes interactions, ressentir ça et puis nous donner un peu le feedback de ce que ça fait de bosser avec des Américains et les spécificités peut-être de cet exercice? Nous, on était tout le temps, de toute façon, en direct avec Christian, qui est le showrunner, sur la saison 1, en tout cas sur la saison 1, parce que, comme vous le savez, on est sur la saison 2 aujourd'hui. Mais sur la saison 1, on était directement avec Christian. Au début, c'était greffé beaucoup d'Américains venant de gros studios comme Sony Animation Pictures ou Pixar, etc. Et pour donner un exemple, au début, il y avait l'édit qui était aux États-Unis, le montage. Je dis toujours l'édit, mais c'est le montage.
Et en fait, ça posait vraiment énormément de problèmes parce qu'on réalisait les storyboards et il y avait sans arrêt des changements du côté des Américains. Et puis surtout sur une réalisation qui était propre à nous. On essayait de faire une série qui s'apparente plus à de la série live qu'à de la série d'animation. Donc il y avait des micro-changements qu'on ne pouvait pas suivre et du coup ça créait des déconnexions totales. Et donc du coup on leur a dit, si vous voulez sortir la série, il faut nous rendre la main sur le montage en tout cas. Ce qui s'est passé. Donc on a repris le maximum de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fortiche, on fait tout de A à Z, excepté la musique aujourd'hui. Et puis le son design, et puis l'écriture. L'écriture, et encore que l'écriture aujourd'hui, on y participe énormément. Donc en fin de compte, on n'avait pas tant de... Tu vois, vraiment les mains libres. Donc il n'y a pas eu de problématique spécifique. Si ce n'est, par contre, si j'y pense, c'est le rapport par rapport au jeu, Ouais. par rapport à l'IP. Donc il y a eu des changements par rapport à l'IP, parce qu'ils avaient déjà écrit le lore de leur jeu. Et là-dessus, il a fallu qu'on prenne des libertés. Et Christian avait les moyens de prendre ses libertés, donc de changer avec nos idées de mise en scène, changer quelques petits détails du lore qui pourtant sont importants pour les joueurs. Mais ils s'en sont tous retrouvés, que ce soit les joueurs ou même Riot Games. Et il y avait aussi un aspect, moi, du côté production et organisation, qui était la culture d'une boîte de jeux vidéo avec une culture d'animation. Et moi, quand je suis arrivé sur le projet Arcane, donc j'avais déjà travaillé avec Fortiche auparavant sur des plus petits projets. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un paquebot à mettre en place entre une culture de l'animation française. Et au sein de cette culture de l'animation, on avait des gens qui venaient du long métrage et d'autres de la série, et c'est vraiment pas la même approche du travail. Et après, il y avait Riot Games de l'autre côté qui venaient du jeu vidéo et qui ont une exigence par rapport à leur licence, c'est la qualité en premier. Donc dans l'organisation, il y a eu tout un travail de comprendre comment on va travailler ensemble, puisqu'on a cassé un peu toutes les habitudes que moi j'ai pu connaître avant sur d'autres projets de séries, etc. Parce que voilà, il y a le jeu vidéo, ils sont dans l'itération, dans l'agilité, si c'est pas bien, on refait. Et cette agilité, cette itération, elle est moins évidente dans la fabrication de l'animation. Donc il y a beaucoup d'éducation des deux côtés à faire pour d'un côté canaliser au maximum ces choses-là et les anticiper, et de l'autre côté trouver de la souplesse et de l'agilité dans les équipes pour pouvoir réagir à des demandes qui peuvent arriver, pas toujours au bon moment par rapport à des process plus classiques. Donc ça a été aussi un grand jeu d'adaptation. Ce qui était super, c'est que tout le monde était hyper content de faire cette série. Je pense que les équipes étaient très fiers de travailler sur cette série et tout le monde était fier. Donc tout le monde a vraiment joué le jeu de cette qualité. Et ce qui est super, c'est qu'au final, le succès de la série a validé en vrai aussi cette vision et cette façon de faire qui n'était pas forcément évidente pendant la fabrication au long des 3 années, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure du format en fait Fortiche, quasiment aujourd'hui que vous maîtrisez. En fait, derrière cette sauce secrète, notamment mobilisée sur Arcane, qu'est-ce qu'il y a comme savoir-faire, comme talent, comme très spécifiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette machine et comment on arrive à cette qualité, à ce niveau de rendu et d'image? Je crois que l'exigence, elle vient de nous aussi. Tu vois, la question précédente était sur est-ce que les Américains... Je pense que nous, on a un degré d'exigence qui est déjà très très haut. Donc les itérations, on se les fait nous-mêmes. Je pense que ce qui fait partie un peu de la secret sauce, comme on dit, de Fortiche, c'est que déjà les cofondateurs de Fortiche sont trois artistes qui se complètent. Et donc du coup, la vision du film, on l'a nous-mêmes de A à Z. Donc ça veut dire que tous les départements qui constituent une société d'animation classique, en fait, on les lie, on les a toujours liés parce qu'on a toujours fait travailler ensemble à lier ces départements. Et en fait, dans l'animation, on est souvent très sectorisé. Donc il y a vraiment les gens qui travaillent d'un côté sans que les gens regardent le travail du prochain département. Et on a toujours travaillé, nous, à ce que l'image qu'on va avoir à la fin, on l'a déjà dès le début. Donc on a déjà l'idée de ce que ça va dire. Donc, ce qui définit un peu le style de Fortiche, c'est on se rapproche un peu du concept art. On a toujours regardé des bouquins de chez Pixar ou de chez grandes sociétés d'animation. On se disait toujours, mais le artbook est presque plus joli que le produit final. Et l'idée, nous, c'était d'emmener le artbook visuellement à l'écran, quoi.
Et donc ce travail-là, donc c'était notre expérience depuis quelques années d'essayer de traduire ce style. Et on a eu des artistes qu'on a accompagnés au début et qui sont aujourd'hui chevronnés et connaissent tous les steps. Et en fait, comme ils travaillent main dans la main, maintenant, c'est cette espèce de communication de département en département, de garder cette qualité. Moi, avant, en tant qu'artiste, ce que je trouvais affreux quand je travaillais dans d'autres sociétés, c'était de voir le résultat, alors que tu donnais beaucoup de toi. Et puis tu vois un résultat, tu disais, mais c'est pas du tout ce qu'on s'était envisagé à l'origine. Chez Fortiche, il y a un peu cet esprit d'essayer chaque département de comprendre ce que va être le produit final et d'essayer d'y participer le mieux. Et je pense que ça marche aujourd'hui. Et ça se fait aussi, quand il dit ça, c'est intéressant parce que c'est aussi quand on travaille avec des productions américaines, et justement il y a des producteurs américains qui sont venus sur Arcane, sur des productions aussi importantes, d'autres studios n'ont pas accès à tout ce qu'on va raconter. Ils ont des bouts de séquences, de choses comme ça. Nous, c'était important, c'est quelque chose que j'ai défendu, que les gens puissent avoir accès à un script complet, voilà, pour avoir la vision globale de ce dans quoi leur travail allait s'inscrire. C'est important, je pense que ça porte tout le monde de savoir, d'avoir un peu une idée de la big picture, de pourquoi on travaille. Et je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours dans cette chaîne de fabrication. Donc comment tu en rends compte en fait à tous ceux qui collaborent sur le projet, comment tu rends compte de l'avancée et des moments collectifs aussi pour franchir les jalons, comment vous congratulez sur ces séquences-là? Eh ben, alors déjà, nous, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un serveur qui est quand même assez ouvert pour que les gens puissent aller voir s'ils veulent les épisodes en cours, etc. Et nous, on organise une fois par mois ce qu'on appelle les pots pourris. Donc les pots pourris, c'est un moment où on rassemble tout le monde autour d'un pot, et c'est un pot pourri de tout ce que tout le monde a fait. Donc comme ça, on a tous les départements qui vont préparer un petit sampling c'est leur best-of du mois, on va dire. Donc on va avoir des extraits de storyboard, des concept art, de l'animation, du layout, les simulations de cheveux. On va avoir ça va vraiment être, chaque département va montrer un peu son savoir-faire et les choses sur lesquelles il s'est éclaté dans le mois passé. Et ça, c'est quelque chose aussi, par exemple, que j'ai commencé à envoyer à nos partenaires chez Riot, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux interlocuteurs chez Riot qui viennent pas forcément de l'animation ou qui ont pas très bien connaissance des métiers. Et ils ont trouvé ça super intéressant parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'entre eux qui ne voyaient que l'image finale. Et là, tout d'un coup, de leur envoyer cette petite compilation, ils voient comment les métiers se découpent et ils prennent plus conscience de la complexité, de la richesse des métiers et des talents qu'il y a chez Fortiche. Et notre impact, il est... en fait, on partage aussi des documents en interne. Donc, par exemple, typiquement, on avait fait, pour la réalisation de la saison 1, on avait créé un document qui s'appelait la Fortiche Bible. C'était vraiment des règles de réalisation. Donc pour les storyboards, c'était vraiment tu vois, un parti pris, comment on veut réaliser, comment on veut monter. Et ça, c'était distribué, en tout cas aux personnes, la plupart du temps aux storyboarders. Et puis c'était pareil en termes de direction artistique, des règles de stylisme qu'on partage. On partage aussi ce qu'on appelle un moodboard, qui est un gros document sur chaque épisode, les intentions de réalisation et le visuel, les références visuelles, avec des références cinématographiques la plupart du temps. Et fort de succès pour la première saison, vous l'avez indiqué, vous allez remettre le couvert pour une seconde. On est en train. Quels sont les challenges qui vous attendent à ce virage-là, avec un super succès pour la première? Qu'est-ce que vous avez rencontré aujourd'hui comme gros défi pour faire de ce succès une pérennité? La pression, déjà. Non, mais c'est sûr qu'après une première saison qui marche bien, il y a une pression qui a surtout touché les scénaristes, les showrunners. Comme ça a marché visuellement, au niveau de l'audience et au niveau du scénario aussi, il fallait faire une saison 2 qui tienne aussi. Donc il y a beaucoup de travail sur le scénario aujourd'hui. C'est ce qui prend le plus de temps. Aujourd'hui, comme on disait auparavant, les équipes, elles sont à peu près les mêmes. Donc elles sont apprises sur la saison 1, elles s'améliorent sur la saison 2. Visuellement, la saison 2, aujourd'hui, elle est au-dessus de la saison 1, ou en tout cas vraiment au même niveau. Mais vraiment, pour nous tous, elle est au-dessus. Déjà parce qu'on fait c'est quand même toujours le même lieu. Donc il y a la réutilisation d'assets et de choses. Donc ça s'améliore, tout s'améliore. Et maintenant, c'est vraiment garder la motivation de tous les gens. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur la saison 1. Ils rembrayent sur une saison 2, c'est des gros projets quand même. 5h30 de film d'animation, ça se termine pas en une journée, donc il y a la fatigue.
la fatigue des gens. C'est pour ça qu'il y a les pots pourris. On travaille beaucoup sur le team building. Donc pour revenir sur la question du Covid tout à l'heure, ce qui a été plus difficile, c'est pas de renvoyer les gens chez eux, de les faire travailler de chez eux. Ça fait plaisir à tout le monde les premières semaines. Par contre, il y avait vraiment un moral de gens qui se retrouvaient plus. Je pense qu'on a eu 2-3 départs de personnes clés. Je me rappelle d'un rigueur qu'on aimait vraiment beaucoup. Et en fait, on a découvert qu'il partait juste parce qu'il n'était plus là, il n'était plus au studio, il n'était plus avec nous, il n'échangeait plus avec nous. Et en fait, on ne se rendait pas compte que c'était si important pour lui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on recommence à créer un maximum de team building pour essayer de motiver les gens, de leur montrer. Les pots pourris sont vraiment là pour leur montrer, regardez ce que vous faites, c'est beau. Et ça marche en général, parce que, en général, ça se termine pas un pot en général, donc c'est bien. mais voilà, c'est ça, le plus gros challenge, ça va être ça, parce qu'aujourd'hui, tout le pipeline, le workflow est mis en place. Maintenant, ça va être vraiment l'écriture, finaliser l'écriture et faire que la saison 2 se termine bien. Et puis garder les gens, quoi, garder les talents. Riot Games, non content du succès de la série, s'est invité au capital de la société. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur ce que ça change pour vous, peut-être au quotidien et en termes de perspective pour le projet, pour la suite de l'aventure Fortiche? Vas-y, si tu veux. Alors, déjà, on a des personnes de Riot au bord de Fortiche, donc qui s'intègrent, qui viennent un peu réfléchir à la stratégie avec nous. Mais on est libre. Oui, voilà, on est libre, on reste indépendant. On reste complètement indépendant, hein. Ils ont pris une petite part. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, pour moi, un des plus gros changements, c'est qu'avec l'arrivée d'Arkane, Riot a créé une division entertainment. Donc aujourd'hui, Riot Games, c'est des jeux, de l'e-sport et de l'entertainment. Et donc en fait, cette branche entertainment est en train encore de se constituer aujourd'hui. Donc la présidente, c'est Shona Spenley qui vient de chez Netflix. On a d'autres personnes qui viennent de chez Netflix, mais aussi de Paramount, de Disney, etc., qui arrivent chez Riot pour constituer cette branche entertainment qui va être dédiée à du film, de la série, de la musique, voilà, toutes sortes de choses. Et c'est ça pour moi le plus gros changement, puisqu'on a beaucoup de nouveaux interlocuteurs. Quand on a commencé Arcane, c'était juste Christian Linke qui était un peu chef de projet. C'était la façon de gérer un peu de Riot de l'époque, en mettant en confiance des chefs de projet. Aujourd'hui, il se structure vraiment d'une autre façon et de façon plus, j'ai envie de dire plus hollywoodienne, on va dire. Donc on a des nouvelles personnes qui arrivent, qui viennent d'une culture hollywoodienne dans une boîte de jeux vidéo. Donc c'est un peu toute cette mise en place aussi de cette relation avec Riot Entertainment et les nouveaux interlocuteurs comment remettre une interaction avec Fortiche dans l'entertainment qui est vraiment aussi pour moi le changement en fait. Avec cette arrivée au capital, c'est plus la constitution de Riot Entertainment, c'est tous ces nouveaux interlocuteurs, ces nouveaux copains de jeu, j'ai envie de dire, avec qui il va falloir trouver les bonnes règles du jeu. Et peut-être au-delà des projets communs avec votre nouvel associé, est-ce que sur l'activité Fortiche, notamment le développement d'IP qui aussi seraient les vôtres, ou d'autres projets dont vous voudriez nous faire part, quelles sont un peu les actualités de la société? Pour l'instant, c'est très secret, mais effectivement, le futur pour Fortiche, c'est de continuer à produire des projets avec Riot. C'est même l'intérêt aussi de les faire rentrer dans le capital. Ça veut dire qu'on est vraiment maintenant partenaires, donc ils vont nous apporter plus de projets. Et il y a des projets de long, il y a des beaux projets en devenir, des projets sur lesquels on discute, qui sont même déjà bien avancés. Et puis effectivement, notre avenir à nous, c'est de devenir plus exécutif, mais déléguer nos propres projets, créer surtout nos propres IP. Donc on développe en ce moment. Malheureusement, on ne peut pas le dire. Même en interne, il y a des gens en interne qui disent c'est quoi. On essaie mais on essaie de s'ouvrir sur des projets comme ça qui pourraient devenir à peu près comme Arcane, des projets internationaux, jeunes adultes et adultes. Et voilà, mais ça demande beaucoup d'investissement. Et pour l'instant, on est très pris aussi par la saison 2. Donc beaucoup de choses en perspective, mais beaucoup de travail aussi. Et moi, je vois beaucoup de jeunes, en fait, et du coup, ça m'inspire une autre question sur la partie talent, et notamment people autour du projet. Est-ce que c'est facile de recruter dans vos métiers? Est-ce qu'il y a les bonnes écoles?
Est-ce que vous êtes staffé pour produire cette saison 2 et au-delà, ou est-ce que vous vous sentez quelque part un peu freiné? C'est quoi votre vue sur ce sujet? Alors en France, il y a des bonnes écoles, il y a des super écoles. Je crois que la France est très reconnue pour ça. Après, la compétition est très rude en ce moment. Il y a peu de talent pour beaucoup d'offres. Donc Fortiche n'y échappe pas forcément. C'est pas toujours évident de recruter sur tous les postes. Voilà, parce qu'on est aussi dans un modèle économique où on n'est pas dans de la série, mais on n'est pas non plus dans du long métrage. Donc on est dans un équilibre entre les deux. Et voilà, donc en face de nous, il y a quand même voilà, des super studios en France. Et aujourd'hui, avec le télétravail et aussi, déjà avant, il y avait beaucoup de concurrence, entre autres au Canada, qui recrutent beaucoup en France pour des studios canadiens. Mais aussi maintenant avec le télétravail, on a des studios américains qui viennent embaucher aussi directement des talents français, parfois avec des tarifs californiens. Avec lesquels on peut pas rentrer en compétition. Donc, ouais, ça reste un challenge. Par contre, c'est sûr que la renommée de la saison 1 d'Arcane nous aide quand même, fait un super tremplin. Je pense par exemple aux Canaries. Quand on a monté notre studio aux Canaries, ça n'a pas toujours été facile de recruter des gens pour les faire venir aux Canaries sur la saison 1 parce que le projet était secret. Maintenant, on a la saison 2 qui est en production. C'est plus simple de pouvoir dire, viens travailler sur la saison 2 d'Arcane. C'est forcément plus attractif que de dire viens travailler sur un projet secret aux Canaries. Quoique. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très protecteurs de nos équipes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur une série comme Arcane saison 2, on tourne autour de certains artistes en fait, des fois, on n'essaie pas de faire exploser ces équipes. Il y a un savoir-faire, il y a une formation aussi derrière Fortiche, le style Fortiche. Et c'est pour ça qu'on essaie de garder ces artistes. Et en fait, on recrute pas tant que ça. On va recruter sur certains départements, le storyboard parce qu'il y a beaucoup de turnover, l'animation parce qu'il nous faut. C'est une des plus grosses équipes à Fortiche. Mais je pense que quand on sera par contre multi-projet et qu'on aura vraiment lancé en production les autres projets, là, il va y avoir une vraie recherche de nouveaux talents. Et le but aussi à Fortiche, c'est de faire évoluer les talents qu'on a aujourd'hui sur des postes supérieurs. On a aujourd'hui, par exemple, notre directeur d'anime qui était juste directeur d'anime sur la saison 1, qui passe co-réalisateur sur la saison 2. Donc voilà, c'est aussi un moyen de faire monter des gens. Mais c'est vrai que le niveau d'exigence aujourd'hui à Fortiche, il est haut. Donc là, il y a surtout des places à formation, à des postes plus bas sur lesquels on va former un style. Et puis après, des fois, il y a des gens on a des juniors qui arrivent et puis on parie sur eux et puis d'un coup, on se rend compte qu'ils sont dingues, quoi. Donc ça arrive, hein. En animation, on a des juniors qui sont passés rapidement seniors juste parce que vraiment très très, très talentueux. Donc ouais, il y a du challenge pour garder les gens. Et puis c'est vrai qu'il y a un marché très concurrentiel aujourd'hui avec Netflix qui propose à toutes les sociétés françaises de faire des projets. Donc on a l'avantage d'avoir une des séries les plus ambitieuses. Donc ça plaît aux gens. Beaucoup de nos animateurs venaient, comme Hervé le disait, soit l'étranger. On a réussi à faire revenir des Américains en France, c'est quand même pas mal. Et puis des gens de chez Illumination, par exemple, où il y a très très bons animateurs, mais le style Illumination n'est pas le style de Fortiche. Ce qu'on raconte, c'est pas la même chose. Donc des fois, il y a des gens qui partent de chez eux pour venir chez nous, et puis forcément, ils repartent un peu chez eux aussi. Donc ça tourne. Super. Avant peut-être qu'on donne la parole au public pour quelques questions, moi je voulais juste vous entendre sur tous les deux, peut-être chacun un souvenir sur cette belle période Arcane, peut-être une anecdote à partager avec nous. Bon, il y en a plein des anecdotes. Tout à l'heure, on a vu dans la bande démo, il y avait 2 vidéos. En fait, quand il y a eu une pause entre le pilote et la réécriture pour finaliser la saison 1, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, la saison 1, à la base, ça devait être qu'une seule saison. Et donc, quand on a réécrit, on s'est dit, mais en fait, coupons la saison 1 pour ne pas la faire rusher et puis pour refaire une deuxième saison. Mais du coup, il y a eu un trou de combien de mois? De 8 mois. Et pendant ces 8 mois, on a fait 2 vidéos, Rise et Kédier, le clip pour Kédier, qui ont fait d'énormes succès. Hein. Je ne sais plus combien de millions de vues aujourd'hui, 500 millions de vues. Et du coup, ça a relancé un peps dans les équipes, une confiance dans les équipes, et c'est dingue. Ça a été magique de revoir ces équipes vraiment fières. Au début, on avait peur de les faire travailler sur ce genre de teaser, parce que c'est des gens qui viennent du long métrage, donc ça leur plaît de faire du long métrage ou de la série. J'ai rien que d'aller chercher des gens qui viennent du long métrage pour leur faire une série, vu qu'il n'y avait pas de série de cette qualité-là et de cette longueur-là, c'était déjà difficile de les attirer.
Et quand on a fait ces 2 trailers, au début, on se disait, on fait peut-être une erreur de leur faire travailler là-dessus. Mais en fait, vu le succès que ça a eu, ça a créé un peps dans les équipes qui a fait que la saison 1 s'est finie dans la joie et la bonne humeur. Bah, moi, dans la continuité de ça, je dirais que c'est la sortie de la saison 1. C'était quand même un grand moment parce que tout d'un coup, ça a été un tunnel, Arcane, ça a été énormément de travail. Et tout d'un coup, cette sortie, puis surtout, c'était la fin du Covid. Donc nous, en fait, ça a été l'année dernière, on a eu 3 mois assez extraordinaires parce qu'on a pu aller rendre visite à nos studios. On n'était jamais allé à Montpellier et aux Canaries. Donc on a pu aller rencontrer nos équipes qui s'étaient constituées là-bas et faire nos crémaillères officielles avec eux. Au milieu, il y a eu la sortie de la série. On a pu faire une grande fête avec toutes nos équipes. Je pensais que c'était là-dessus que tu allais parler, toi, la grande fête. Ouais, il y a eu la grande fête et puis la sortie. Et la sortie de la série aussi était super parce que travailler avec Riot Games, donc ils sont très à l'écoute de leur communauté et des fois cette communauté, comme ils disent eux-mêmes, elle est autour de la table des décisions. Et des fois, quand on construit une série, les retours, genre ça va pas plaire à la communauté, etc. On est là, bon, est-ce que c'est vraiment grave ou pas? Et en fait, oui, c'est important parce que quand la série est sortie, on s'est senti aussi complètement porté par cette vague. C'est là où on a compris la puissance aussi de Riot Games derrière et cette vague de la communauté derrière et la puissance de cette communauté. Et tout d'un coup, donc entre ces fêtes avec les équipes, la sortie qui a été avec un beau succès, la communauté derrière, tout d'un coup, ça validait toutes ces années d'efforts et ces années de travail. Donc on l'espérait tous, ce succès, mais ça a été, je pense, au-delà de nos espérances. Super. Tu avais une petite annonce commerciale à faire pour petit rendez-vous? Ben oui, justement, c'est les 1 an de la sortie de la série. Donc on organise samedi soir au Grand Rex à 22h une projection de l'intégrale de la saison 1. Donc je crois qu'il y a encore des places en vente sur le site du Grand Rex. Marathon. Voilà, le marathon Arcane de 22h à 5 ou 6h du matin. Voilà, tous les épisodes dans la grande salle du Grand Rex sur grand écran. Et ça passe très bien sur grand écran.